Bonjour, c'est Sarah Dossou, interne en anesthésie. Je vais présenter mon staff intitulé Entre ce qui est pensé et non dit. Entre ce qui est dit et non pensé, beaucoup de soins s'opèrent. Ma présentation est sous la supervision de Dr Geoffroy Véritiano. Pour commencer, je vais commencer par une petite vidéo. Je m'en fous, c'est quand même moi qui m'opère, d'accord? Alors je veux une anesthésie générale, d'accord? J'en ai marre, moi c'est moi qui décide, d'accord? C'est mon bloc, c'est ma vacation, d'accord? Donc je veux que tu me fasses une anesthésie générale. Ok, donc toi, tu préfères que je l'endorme en entier? Ça y est, t'as enfin compris. Parce que pour toi, c'est plus simple de travailler sous anesthésie générale, c'est ça? Évidemment, d'accord, on va pas discuter de ça. D'accord. Alors, je comprends que toi, tu veux faire au mieux pour éviter les complications opératoires. Moi aussi, j'ai envie de ça. Donc, tous les deux, on veut la même chose. De mon côté, j'ai aussi des contraintes anesthésiques liées aux patients qui font qu'on a choisi cette technique-là. Je te propose qu'on en parle dans le bureau et on voit ensemble, on essaie de trouver une solution qui nous convienne à tous les deux. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Monsieur, tout va bien. On revient s'occuper de vous très vite. En attendant, mes collègues vont continuer à vous installer. Je vous fais confiance. À tout de suite. Donc, pour introduire les plateaux techniques, que ce soit bloc opératoire et animation urgence, constituent un environnement complexe et fermé au sein duquel se divisent plusieurs catégories dans la prise en charge des patients. Les actions de chacun jouent un rôle dans la sécurité du patient et l'efficacité générale du groupe. La qualité du travail en équipe et notamment de la communication entre anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens représente un enjeu majeur pour la sécurité du patient. Dans cet environnement à forte pression, les conflits est une vérité vécue par tout le monde et tous les membres des équipes, d'où l'intérêt à améliorer l'organisation et la sécurité de la prise en charge péri-opératoire en clarifiant les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe. Comme objectif à ma présentation, je vais d'abord définir l'équipe et le travail en équipe médicale, montrer ensuite les avantages et l'importance d'une bonne collaboration entre professionnels de santé, parler des obstacles et des défis faisant face à la communication efficace, pour enfin aborder des stratégies pour améliorer et optimiser la communication et la transmission des informations dans les équipes médicales. La variabilité des regards de chacun et des représentations selon les postes occupés ne permet pas d'apporter une définition définitive au mot équipe, d'où ce mot est polysémique. Si on veut partir de la définition générale de Larousse, il peut désigner soit un ensemble de personnes travaillant à une même tâche, soit un ensemble de personnes se succédant sur un même poste de travail, soit un ensemble de personnes qui arrivent vers le poste travaillent pendant une même période de temps. Donc, si on a à définir le travail d'équipe, c'est un groupe de personnes interdépendantes dans leurs tâches, ayant un objectif commun, qui pour l'accomplir se partagent les idées et les responsabilités, gèrent leurs conflits et développent des stratégies pour améliorer les performances et augmenter les efficacités. Donc, une équipe efficace est une équipe capable de travailler ensemble malgré les différentes personnalités des membres. Et elle se repose sur 3 axes principalement. Premièrement, l'axe personnel, où chaque participant de l'équipe s'engage au sein de son équipe en ayant conscience de ses connaissances et de ses compétences qu'il pourra mettre au service de l'équipe. Deuxièmement, un axe organisationnel, basé sur le fait de choisir un leader approprié, de définir un objectif clair et de répartir les tâches, rôles et responsabilités de chacun. Ces 2 axes mènent au 3e axe, qui est le processus d'équipe, avec une coordination des tâches et une communication claire et pertinente entre chaque membre, permettant la prise de décisions stratégiques, la gestion des conflits et l'amélioration continue des soins. Partant de tous ces faits, nous posons la problématique de la complexité du travail en équipe et de la communication interprofessionnelle en soins. Voici l'enquête de la CIFAR menée en 2018 qui a trouvé comme principaux résultats que plus que 90% des professionnels de santé ont déjà vécu un conflit entre professionnels. Il s'agit de violences verbales dans 97% des cas.
Dans 14% de cas de violence physique sur personne et dans 14% des cas, dans 12% des cas de violence physique sur bien. 63% ont déjà été victimes de violences de la part d'un autre personnel de santé. 97% affirment que les conflits compromettent la qualité des soins. Le plus important était le fait de voir que la première cause de conflit au sein des équipes était la malcommunication et l'incompréhension entre les différents membres. De même, une étude publiée en 2009 dans le New England Journal of Medicine a montré que les événements indésirables graves associés aux soins étaient à 70% des cas liés à un défaut d'organisation et de coordination ou de communication au sein des équipes. Lingard, étude publiée en 2004, a montré que les défauts de communication constituent une cause majeure des erreurs. 30% des communications seraient défectueuses au sein des blocs opératoires. Quelles sont alors les causes d'une mauvaise communication? Le bloc opératoire constitue un environnement complexe et fermé, au sein duquel interviennent de nombreuses catégories professionnelles. Voyons ensemble les différents échanges qui peuvent avoir lieu entre les membres d'une équipe. Ces échanges peuvent être nombreux et sont divisés en échanges dits directs ou non formalisés entre mâles, iad et bod, et se superpose à ces échanges une communication dite indirecte, telle la programmation et la planification. Cette hétérogénéité dans la communication peut amener dans certaines situations à une incompréhension et une insatisfaction des interlocuteurs et peut alors altérer la qualité de l'échange d'informations et impacter la qualité de vie au travail. Donc, on remarque bien la complexité du cas. Dans cet environnement à forte pression, les conflits interpersonnels peuvent émerger et l'on peut décrire plusieurs barrières à la communication, telles les différences de personnalité, de culture, de comportement, ce sont des facteurs personnels, humains, le manque d'intérêt ou de temps, les distractions et l'inconfort. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Donc, durant toutes les étapes de la communication, de l'émetteur au receveur, des situations à risque peuvent s'imposer et menacer la qualité de la communication. Je vais un peu détailler la notion d'interruption de tâches comme barrière à une bonne communication. Les interruptions de tâches notées IT, bien que certaines soient bénéfiques, constituent un danger potentiel pour la sécurité du patient. À noter que 80% des IT sont non justifiées. Les sources d'IT sont majoritairement humaines entre professionnels de santé. Les deux principales raisons de ces interruptions sont la demande d'information ou une interaction sociale. En effet, plus d'un tiers des sources d'IT est lié directement ou indirectement à l'ergonomie ou à l'agencement de la salle d'intervention. La fréquence des IT au bloc opératoire varie entre 5 et 15 interruptions par heure. La réaction majoritaire face à une interruption consiste à appliquer 2 tâches en même temps. C'est le multitasking ou multitâche. La réalisation de plusieurs tâches en parallèle favorise la survenue d'événements indésirables associés aux soins. Une autre réaction possible est l'abandon de la tâche en cours pour effectuer une nouvelle tâche avec un risque d'erreur lors de la reprise de la tâche abandonnée. Donc, il faut agir contre les interruptions de tâches au niveau individuel et collectif. Donc, si on veut de manière généralisée parler, tout processus de communication repose sur 4 règles fondamentales. Tous nos actes sont communication. Que nous parlions ou non, que nous disions quelque chose à dessein ou que nous fassions quelque chose non intentionnellement, tout cela relève de la communication. Les paroles effectivement prononcées représentent seulement 7 à 24% de la communication. Les 76 à 93% restants sont transmis de manière non verbale. Deuxièmement, la manière dont une information est transmise influence également toujours sa réception. Le volume sonore, le ton, le contact visuel, le maintien du corps, l'inclinaison de la tête. Ce qui compte, ce n'est pas le message émis, mais le message reçu. Quatrièmement, la communication ne se fait pas à sens unique. Une communication réussie, c'est une communication qui donne et qui reçoit de bonnes informations. Donc,
Comment peut-on organiser notre communication pour qu'elle soit efficace et fructueuse? D'abord par la standardisation qui permet de définir ou clarifier les rôles de chacun au sein de l'équipe. Pour commencer, je vais parler de 4 temps patients, outil qui permet de limiter les interruptions du tâche. D'abord, on a la préparation médicamenteuse. En moyenne, 5 médicaments sont préparés pour chaque anesthésie. Les études publiées retrouvent en moyenne des fréquences variant entre une erreur médicamenteuse pour 100 à 1000 interventions et même parfois jusqu'à 1 sur 20 interventions. Donc, la période de préparation des médicaments d'anesthésie est particulièrement à risque d'erreur. Deuxièmement, l'identitovigilance ou le côté et site à opérer. Les erreurs de site à opérer représentent une cause d'événements indésirables graves rares. Troisièmement, l'induction anesthésique du patient, qui est une période particulièrement sensible, voire critique. Il s'agit d'un temps spécifique qui nécessite une réactivité immédiate et une concentration importante. Donc, il faut bien refuser toute interruption du tâche durant ces temps, même le fait de répondre à un appel téléphonique. Quatrièmement, on a la checklist et le time-out. La checklist qui était implémentée mondialement dans tous les blocs opératoires depuis les campagnes de l'OMS en 2009, avec une efficacité démontrée de diminution de 50% des erreurs évitables. Le time-out est le deuxième temps de la checklist, édité par la HAS, mise à jour en 2018. Il s'agit d'un moment d'échange oraux. Il permet non seulement de confirmer que les différentes vérifications préopératoires ont bien été effectuées, mais aussi d'instituer une communication consensuelle et pluriprofessionnelle autour du patient. Deuxièmement, on a les aides cognitives de crise, qui est un outil pour améliorer la prise en charge de situations critiques rares. Ce sont des aides-mémoires sous forme de protocoles ou de recommandations. Leur utilisation se fait en équipe, un membre de l'équipe ayant pour seule fonction de lire la fiche et de guider les actions des autres membres. L'utilisation de ces aides cognitives comprend donc une formation à cet outil, une simulation de son usage, une disposition des aides dans les salles de bloc opératoire ou dans les chambres de réanimation. Le but recherché est que les équipes soient formées et entraînées à son utilisation et que l'information soit disponible au plus près de l'événement. Troisièmement, on a l'outil SAED, situation, antécédent, évaluation et demande. C'est un outil mnémotechnique qui permet aisément à un professionnel de santé de structurer sa communication orale auprès d'un autre professionnel. Je donne l'exemple. L'IBOD discute avec un gynécologue. Bonjour, le gynécologue d'astreinte. Je suis Sarah en salle de bloc opératoire 4. Madame X, deuxième part, avec utérus cicatriciel, vient d'accoucher par césarienne. Elle a saigné 2 litres. Le chirurgien veut faire une chirurgie d'hémostase. Pouvez-vous venir aider en urgence? Le gynécologue répond, vous m'appelez pour hémorragie grave en cours de césarienne. J'arrive tout de suite pour une chirurgie d'hémostase. L'IBOD, c'est bien. À tout de suite en salle 4. Donc, on a la situation. On parle des antécédents de la patiente, l'évaluation du cas et la demande répétée par l'interlocuteur. Donc, on arrive à ce qu'on appelle la communication en boucle fermée en 3 temps. C'est ce qu'on a l'émetteur qui donne le message, le récepteur qui reçoit le message et confirme la bonne recevabilité du message. La phraséologie, c'est le fait de bien cadrer notre message. Il faut mieux dire injecter 5 unités de syntocinon en intraveineux au lieu de dire fait du synto. Il faut limiter les acronymes. Elle a une IVG. Est-ce que cela signifie elle vient pour interruption volontaire de grossesse ou elle est là pour une insuffisance ventriculaire gauche? Il faut éviter de considérer que l'autre a évidemment compris. Ce qui est quantifiable doit être quantifié. Il faut éviter les métonymies. Appeler le patient par son nom, non par sa pathologie, ni par un surnom, ni par son numéro de chambre. Il faut situer et temporaliser chaque acte fait. Après la standardisation vient l'étape d'entraînement, surtout par les séances de simulation. Si on a à définir la simulation, elle correspond à l'utilisation d'un matériel comme un mannequin ou un simulateur, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé
pour reproduire des situations ou des environnements de soins, pour enseigner des procédures diagnostiques et thérapeutiques et permettre de répéter ces processus dans des situations cliniques ou des prises de décision. Donc, elle s'adresse à toutes les équipes professionnelles et elle a 3 étapes, principalement la simulation. La première étape étant le briefing, qui permet au formateur de préciser le cadre de la séance et ses objectifs précis. La deuxième est le déroulement du scénario de simulation. Et enfin, la dernière étape étant le debriefing, pendant lequel le formateur fait part en particulier de son feedback à l'apprenant. En effet, la simulation en santé s'adresse à tous les professionnels et permet à la fois de former à des procédures et à des gestes ou la prise de charge de situation, acquérir des connaissances et des compétences techniques et non techniques, et analyser ses pratiques professionnelles en faisant porter un nouveau regard sur soi-même lors du debriefing, à aborder des situations dites à risque pour le patient et d'améliorer la capacité à y faire face, à reconstituer des événements indésirables, de les comprendre lors du debriefing et de mettre en œuvre des actions d'amélioration de la qualité et de la sécurité des patients. Enfin, il faut développer l'attitude d'empathie et de non-jugement qui contribue fortement à diminuer les tensions relationnelles et les conflits qui sont l'une des sources de stress et de démotivation au travail. Il faut encourager le travail d'écoute, d'observation et de patience pour favoriser la cohésion de l'équipe. Ces valeurs seront possibles par l'organisation de rencontres d'analyse et de réflexion, telles les rencontres de sécurité en établissement de santé, qui se caractérisent par une rencontre et des échanges pendant 1 heure environ entre 2 équipes, une équipe mixte direction générale et CME composée de managers de la gouvernance et l'équipe du secteur d'activité. Cette rencontre se déroule sur le lieu de travail de l'équipe du secteur d'activité et les échanges sont centrés sur la sécurité des patients. Il ne s'agit en aucun cas d'une inspection ou d'un audit, mais d'une discussion ouverte, en confiance et respectueuse entre les professionnels composant ces deux équipes à propos de la sécurité des patients afin d'identifier les problèmes rencontrés et de proposer les objectifs d'amélioration. La rencontre est suivie de la mise en place d'un plan d'action partagé pour améliorer la sécurité des patients. Ensuite, on a les revues de mortalité-morbidité, qui est une analyse collective, rétrospective et systématique de cas cliniques pour lesquels est survenu un événement indésirable associé aux soins. Cette analyse vise à permettre une réflexion générique sur les circonstances de survenue et sur d'éventuelles actions à mettre en œuvre pour éviter la récidive d'un tel événement. Ces réunions contribuent à l'optimisation des relations en offrant des espaces de délibération sur la construction du travail et ses conséquences. Bon, ben voilà. Écoutez, on va pouvoir y aller. Allez, on commence. On y va, je vais laver les mains. Super, à tout de suite. L'intervention se déroule sans complications ni de mauvais vécu pour le patient. Communication face à un conflit. Donc, pour une communication efficace, il faut toujours rester concentré sur les soins et la situation du patient, adopter soi-même un ton et une attitude calme, se montrer direct et honnête en restant respectueux et positif, intervenir lorsque l'autre est accessible émotionnellement, apaiser la tension en communiquant sur une intention positive pour montrer que vous souhaitez être constructif pour améliorer la situation, écouter attentivement sans juger, que l'on soit d'accord ou non avec les dires. Donc, pour conclure, la communication efficace a un effet positif sur le taux de satisfaction des médecins, des équipes médicales et des patients. Elle accroît l'efficience des équipes et donc la qualité de soins. Plusieurs obstacles font face à la communication, mais il existe plusieurs outils pour les surmonter. La standardisation, l'entraînement par simulation, le respect d'une communication en boucle fermée restent les points clés à la réussite. Je conclue avec cette petite histoire. Il était une fois 4 individus qu'on appelait tout le monde, quelqu'un, chacun et personne. Il y eut un travail important à faire et il fut demandé à tout le monde de le faire. Tout le monde était persuadé que quelqu'un le ferait. Chacun pouvait l'avoir fait, mais en réalité personne ne le fit.
Quelqu'un se fâcha car c'était le travail de tout le monde. Tout le monde pensa que chacun pouvait le faire et personne ne doutait que quelqu'un le ferait. En fin de compte, tout le monde fit des reproches à chacun parce que personne n'avait fait ce que quelqu'un aurait pu faire. Sans vouloir le reprocher à tout le monde, il serait bon que chacun fasse ce qu'il doit sans nourrir l'espoir que quelqu'un le fera à sa place, car l'expérience montre que là où on attend quelqu'un, généralement on ne trouve personne.